Madame l'ambassadrice, messieurs, je vais commencer par Madame l'ambassadrice. Vous êtes en poste depuis un peu plus d'un an en Côte d'Ivoire et vous êtes l'acteur, je dirais, extérieur sur ce panel qui peut nous donner une perspective qui n'est pas la perspective locale. Vous regardez les choses avec une vue hélicoptère et il y a un cadre général aujourd'hui de gouvernance et de stabilité qui est décrit dans le rapport de Bloomfield, mais on aimerait bien entendre ce qui n'est pas dit dans le rapport de Bloomfield, mais que vous savez, vous, et qui est publié dans les rapports confidentiels des Américains concernant la Côte d'Ivoire, sa situation politique et la gouvernance. Alors, je sais que vous ne nous direz pas tout, Madame l'ambassadrice, mais dans les petites feuilles, s'il y a des choses que vous pouvez partager, ça nous intéresserait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est ce qui est important, c'est dans le partenariat. Et les États-Unis, c'est vraiment un fort partenaire de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'y a rien qu'on se cache, parce que c'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas réagir avec les risques, parce que le rapport, que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour parler des risques. On ne peut pas, si on n'est pas honnête avec les risques, on ne peut pas faire la prévention, on ne peut pas modérer les risques, on ne peut pas planifier nos actions. Donc vraiment, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'être ensemble aujourd'hui, et vraiment, je suis contente de partager quelques réactions et aussi quelques exemples de ce que nous sommes en train de faire ensemble ici. Tout d'abord, ce que nous avons vu avec le rapport, c'est une bonne nouvelle. On peut voir qu'il y a un progrès extraordinaire que la Côte d'Ivoire a fait. Et ce progrès, c'est seulement possible quand tout le monde se met ensemble d'un esprit d'union. Et c'est ça ce qu'on a vu. Ce n'est pas seulement pendant la CAN qui était aussi extraordinaire, mais c'est l'attitude que la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont en train de faire face à ce moment que notre président Biden appelle un inflection point, un point important, pas seulement pour chacun de nous, mais pour notre monde entier. Comment est-ce que nous allons réagir avec les risques, pas seulement les risques qui la Côte d'Ivoire faire face à ces risques, mais aussi les risques dans la région et les risques en fait dans le monde entier. Donc, je voudrais dire que vraiment, c'est une opportunité aussi, parce que où il y a des risques, il y a aussi des opportunités. Et les États-Unis et vraiment le peuple américain sont prêts pour investir côte à côte avec les Ivoiriens pour explorer des opportunités. D'explorer d'une manière ouverte et aussi avec les yeux ouverts pour vraiment être honnête avec la situation autour de nous. J'aime bien dire que tous nos programmes, ce qu'on fait ici en Côte d'Ivoire, à notre ambassade, se focaliser par 3 P. Peuple, paix et prospérité. Et tout d'abord, c'est le peuple. Nous sommes en train d'investir dans le peuple ivoirien. C'est très important de créer un écosystème de sécurité centré sur le peuple. Et je voudrais dire que ça, ce n'est pas une expression des États-Unis seulement. Ça, c'était la façon qu'un général avec qui on travaille, c'était lui qui a décrit leur travail, leur mandat en Côte d'Ivoire. C'est comment est-ce qu'on peut créer une infrastructure sécuritaire pour attirer l'investissement. Et ça doit être multiforme et se concentrer sur le peuple. Nous devons travailler sur les questions de la paix pour établir des institutions qui sont fortes. Et aussi pour créer la bonne gouvernance et des institutions transparentes. C'est ça qui est la clé pour avoir la paix et aussi la prospérité. Et une croissance seulement qui n'est pas une croissance partagée, ça sera difficile à long terme. Et nous sommes en train de mener des actions ensemble pour assurer cela.
Il y a une nouvelle stratégie de la Maison-Blanche, de président Biden. En anglais, it's the strategy to prevent conflict and promote stability. C'est une stratégie pour 10 ans qui est ciblée dans les zones très importantes pour vraiment montrer ce qui peut être possible. Et cette stratégie, les 5 pays de la côte ouest sont choisis d'être la première région. Il y a aussi des autres pays un peu partout au monde, dans toutes les régions, mais les 5 pays côtiers de l'Ouest Afrique, c'est la seule région. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Bénin, le Togo et la Guinée, pour voir comment on peut travailler ensemble pour créer la résilience dans les communautés, la résilience individuelle et aussi partagée au niveau de communauté. Et donc cette stratégie, nous sommes en train de vraiment travailler sur les questions de prévention, avec les principes que mieux vaut prévenir que guérir. L'investissement que nous faisons ensemble pour prévenir le conflit, pour promouvoir la stabilité, pour promouvoir la paix, pour cibler les régions, les communautés les plus fragiles, pour cibler les jeunes, pour donner l'espoir aux jeunes ivoiriens. C'est ça ce qui est l'important, c'est ça qui est vraiment à la base de notre stratégie. Vous avez parlé ce matin, Stan, de question des alertes. Et c'est vrai que de temps en temps, mais dans une manière régulière, les États-Unis publient les alertes un peu partout. Mais ça, c'est pour vraiment tirer l'attention de ce que nous avons besoin de faire. Une alerte, ce n'est pas seulement quelque chose qui est rhétorique, mais c'est aussi un appel d'action. Avec cette alerte, on dit, ah tiens, nous devons faire beaucoup plus attention dans cette région. Nous devons travailler beaucoup plus ensemble pour cibler les pays et aussi les régions, les communautés et aussi les individus les plus fragiles. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour promouvoir la paix pour eux tous? C'est seulement possible d'avoir la croissance, la paix, la stabilité quand nous travaillons ensemble pour satisfaire les besoins fondamentaux. Et c'est ça ce qui est vraiment la base de notre stratégie. Notre stratégie qui aussi utilise une stratégie pour la diplomatie, le développement et défense, nos 3D. Et je commence avec la diplomatie parce que c'est très important d'écouter, d'échanger et d'avoir des relations peuple à peuple. Et c'est ça aussi à la base de ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Vous avez aussi souligné l'importance d'investir dans le socio-économique. Les États-Unis sont fiers d'être le premier investisseur dans le secteur de santé. Ça, c'est vraiment d'investir dans les vies du peuple ivoirien. Dans les 2 dernières décennies, les États-Unis ont investi plus de 2 milliards de dollars dans le secteur de la santé. Mais jusqu'à présent, il y a toujours les indicateurs qui ne sont pas aussi hauts qu'il faut. Et ce sont les risques que vous avez attiré l'attention. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour encourager immunizations. Vous savez de quoi je parle. Pour les enfants. On voit ce qui est possible parce que pendant la CAN, nous avons soutenu une campagne d'immunisation pour les jeunes et c'était possible d'avoir plus de 1 million de jeunes ivoiriens qui ont pu être protégés, leur santé assurée dans cette manière. C'est ça ce qui est possible quand il y a une concentration d'efforts partagés. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire si on n'a pas les bonnes informations. Et les données que vous avez fait et qu'on a vues aujourd'hui avec ce rapport, ça donne l'information pour réagir. C'est important de vraiment voir comment on peut investir dans les jeunes ivoiriens,
dans les jeunes américains aussi, parce que nous pouvons voir un peu partout, quand les jeunes sont frustrés, quand il n'y a pas l'espoir, toutes les autres choses qu'on fait, on n'a pas ce qu'il faut pour l'avenir. Donc, nous devons tous continuer à travailler ensemble pour se concentrer sur les jeunes. Je voudrais aussi saluer et de tirer l'importance du travail, ce que le rapport a souligné sur le travail de haute autorité pour la bonne gouvernance. Avec la bonne gouvernance, avec la démocratie, il y a tout un débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il y a des personnes qui disent que l'autocratie, c'est plus efficace. Et je voudrais dire que si on regarde les données, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance qui est toujours liée avec une croissance et un développement durable, même si ça prend du temps, même si c'est difficile. En anglais, même si c'est messy. C'est ça ce qu'il faut faire pour avoir l'inclusion, les opportunités pour tout le monde de se prononcer, de donner, de contribuer leurs idées, leur innovation pour l'avenir. Je voudrais aussi juste conclure en disant que c'est très important. J'étais en train de dire à Stan que notre dernier panel, c'était pas vraiment un bon équilibre avec les hommes et les femmes. Et donc, j'ai dit que ça, c'est une marque de montrer que nous tous devons avoir l'espace d'être encouragés et aussi d'être audacieux de prononcer les idées pour l'avenir. Et surtout les personnes, les communautés qui, peut-être pour des raisons complexes et historiques, n'ont pas toujours l'occasion de participer. Et c'est ça ce qui est important pour vraiment éviter les risques à long terme. La résilience, c'est ça ce que nous sommes en train de travailler avec toutes nos stratégies, avec nos investissements que nous sommes en train de faire avec les forces de l'ordre, les forces de la sécurité, et nous sommes en train d'accroître profondément notre investissement dans le secteur de sécurité. Mais c'est une sécurité qui n'est pas seulement pour renforcer les militaires, c'est une sécurité pour professionnaliser nos partenaires militaires, nos partenaires, nos policiers, pour rendre plus sûres les communautés, pour les communautés d'avoir la résilience de faire face aux menaces de la région, des risques de la région. C'est ça la puissance que la Côte d'Ivoire est déjà en train de montrer. La puissance régionale qui est vraiment l'objectif de la Côte d'Ivoire. Un objectif qui est inscrit dans le plan national de développement, mais plus important, qui est inscrit dans les aspirations de tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que les États-Unis, nous sommes fiers d'être un partenaire privilégié dans quelques secteurs avec la Côte d'Ivoire, et nous sommes prêts pour continuer à investir et d'investir avec les yeux ouverts et d'investir aussi dans les relations franches et ouvertes avec la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. C'est tout un programme politique de gouvernement. Stan Zézé, si la Côte d'Ivoire, face à tout ce que Madame l'ambassadrice vient de décrire, je suppose que d'autres partenaires sont dans les mêmes dynamiques, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sa situation politique, permet d'absorber ces programmes, ces partenariats tels que décrits par Madame l'ambassadrice? Et est-ce que le modèle politique aujourd'hui que vous voyez en Côte d'Ivoire est un modèle qui permet d'absorber efficacement ces programmes? En d'autres termes, et on va mettre des pieds dans le plat, après les élections qu'on a connues, les dernières régionales, communales, se sont plutôt bien passées globalement, mais il y a eu des crises quand même auparavant. Et puis un parti quand même assez dominant dans le pays, le RHDP. Dans votre rapport, vous le dites. Est-ce que l'articulation politique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire est un gage de stabilité
par rapport à ce que Madame l'ambassadrice vient de décrire. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une espèce d'autocratie qui dit pas son nom? Allez. Alors, je pense que déjà, il est important de comprendre que dans l'évaluation, le paramètre qui a performé le moins est le paramètre sociopolitique. Donc, il est passé, enfin, il y a une progression, mais une progression en restant en dessous de la moyenne. Donc, il est passé de 4,2 à 4,9. Donc, il a gagné 70 points de base, mais qui demeure quand même en dessous de la moyenne qui est de 5. Alors, je crois que la base, pour moi, en réalité, d'avoir un environnement sociopolitique qui soit durable à long terme, c'est le modèle politique que vous choisissez. Et je crois que l'ambassadrice l'a dit tout à l'heure, il y a des choix à faire. Et le choix du partage du pouvoir et de l'équilibre de pouvoir est celui-là qui peut garantir une durabilité dans la stabilité politique, dans ce sens où vous avez des contre-pouvoirs et vous avez un équilibre de pouvoir et des contrôles. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de système adopté dans ce pays depuis les indépendances, et que chaque fois qu'un parti prend le pouvoir, ben il le prend tout seul. Et ce que ça crée malheureusement, et ça nous ramène à la problématique de gouvernance, ce que ça crée, c'est que vous avez sur le papier une séparation stricte de pouvoir, mais puisque vous avez un pouvoir qui est concentré, on ne sent pas la séparation de pouvoir. Parce que la séparation de pouvoir, ce que ça veut dire, vous pouvez être du même parti politique et avoir des opinions différentes et pouvoir les exprimer. Si vous prenez le modèle américain sans faire de comparaison, il y a des démocrates qui votent contre des lois démocrates au Congrès. Ça ne veut pas dire qu'ils seront radiés. Donc c'est-à-dire que ce jeu d'équilibre qui est extrêmement important, qui permet de rassurer les gens sur une longue durée. Cette séparation de pouvoir permet aussi d'avoir un jeu politique qui soit équilibré, des débats qui soient ouverts et réduit les frustrations. Et donc, l'élection présidentielle ou n'importe quelle élection qui en réalité est une activité banale de la démocratie, dans les pays africains en général, et dans ce pays en particulier, devient une source d'inquiétude et une source de stress. Et ça ne devrait pas être le cas. Entre les élections, il y a une stabilité qui est apparente et qui est avérée, mais on devrait être dans un schéma où, quand on arrive à des élections, ça devient une opération d'évaluation de ceux qui dirigent, de ce qu'ils ont fait, et de voir si on les garde ou si on passe à d'autres gens. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à repenser, tant que la Côte d'Ivoire ne repense pas à son modèle politique qui, depuis les années 60, commence de plus en plus à montrer de faiblesse, ce serait difficile d'avoir une stabilité politique au-delà des élections. Et s'il n'y a pas cette stabilité à long terme, évidemment, ça limite les perspectives à long terme et ça limite les intentions à long terme. Les investisseurs sont généralement dans une logique de long terme. Et je pense que ça nous ramène aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le financement, qui finalement, les financements à court terme ne permettent pas d'avoir un développement à long terme. Donc, c'est la même configuration. Et quand vous regardez même dans les partis politiques, c'est aussi malheureusement la même pratique qui se fait. C'est-à-dire que même dans les partis politiques, vous avez une concentration de pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle on est souvent en train de se demander qui prend la relève dans les partis politiques. Pourquoi? Parce que ce débat interne contradictoire ne se fait pas, ou peut-être qu'il se fait en cachette, mais en tout cas il ne se fait pas et ce n'est pas visible. Peut-être que plus de transparence et plus de débats contradictoires, dans une logique de vraiment ouvrir le débat, équilibrer le débat et équilibrer les pouvoirs, permettrait d'assurer une stabilité à long terme. Merci beaucoup Stan pour cet éclairage tout à fait pertinent et juste qui me permet de me tourner vers Vincent Taubiri. Vous êtes un acteur très averti de la
politique en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et je disais tout à l'heure, quand je vous introduisais, que vous êtes bien connu pour votre démission qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque quand vous étiez préfet, pour des convictions. Et ce que Stan Zézé vient de décrire, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, parce que vous avez justement cette expertise d'analyse, la gouvernance, les partis, le cadre électoral, est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à la perspective 2025? Est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a tout ce qu'il faut pour qu'on se dise 2025, on est tranquille, il ne va rien se passer, les fruits sont plutôt mûrs pour qu'on ait des élections apaisées par rapport à ce que vous observez en Côte d'Ivoire et votre expérience ailleurs, bien entendu? C'est difficile de répondre à cette question, mais il faut savoir qu'en matière de démocratie, de gouvernance, de stabilité, rien n'est acquis pour aucun État. J'ai à côté de moi l'ambassadrice des États-Unis, et il y a quelques années, nous avons expérimenté quelque chose qui relève d'un film de fiction, la contestation des élections aux États-Unis, où des bâtiments d'État ont été envahis par des personnes qui contestent le résultat d'une élection aux États-Unis, qui jusqu'à cette date était la référence suprême, la référence en termes de démocratie. Parce que la démocratie américaine protège les lois, les libertés, sacralise la vie humaine. Mais des gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le résultat des élections. Jusqu'aujourd'hui, des procès en cours et des condamnations sont prononcées. Il n'y a rien d'acquis dans aucune démocratie, dans aucun pays. Et on va passer comme ça en revue, même en France. Il y a eu des situations assez chaotiques en Allemagne, et même chez nous ici. On ne parle pas de cela suffisamment, mais je suppose qu'il y a des Maliens dans la salle. Nous, on était à l'université, mais le Mali était la référence démocratique après les conférences nationales souveraines. Le Mali a organisé pendant 20 ans des élections modèles et a chuté en 2012. Pourtant, c'est la référence. Les premières conférences souveraines, c'était le Mali. Le Burkina Faso également était un modèle de démocratie. Aujourd'hui, on regarde le Mali avec ce qui se passe avec les groupes terroristes, mais on oublie que le Mali a été un élément d'inspiration. Donc, il n'y a aucun pays qui peut se targuer d'avoir suffisamment planté les piliers d'une stabilité éternelle et durable. Donc, comme les Américains le disent, c'est work in progress. C'est tout le temps, il faut réviser. C'est pour cette raison que les pays sérieux font des réformes. À chaque processus électoral, on fait des réformes. On tire des leçons. Et comme Mme l'ambassadrice l'a dit, il faut dire la vérité. Si vous avez un système électoral, si vous avez une pratique démocratique qui occulte des dysfonctionnements, vous faites une mauvaise analyse et donc vous n'êtes pas capable de prévoir des drames. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est stable aujourd'hui et ça se voit. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le panel, on n'a pas besoin de proclamer les championnats nationaux, ça se voit. Et la Côte d'Ivoire, ça se voit. L'afflux de personnes aujourd'hui, même la circulation, les infrastructures. Mais notre pays n'a jamais connu de transition pacifique. Il n'y a jamais deux présidents qui se sont assis dans ce pays pour se passer le pouvoir. Jamais. Ça a toujours été des transitions chaotiques avec beaucoup de morts. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, les accidents, les incidents, les catastrophes les plus meurtrières, ce n'est pas les inondations, ce n'est pas les feux de brousse, ce n'est pas les accidents, ce sont les élections. Les inondations font 30 morts, 32 morts par saison. Les attaques au niveau de Bouna font 36 morts. Il y a des accidents, 22 morts. Mais les chiffres chaotiques de 3000 morts, 127 morts, 87 morts, c'est à l'occasion des élections. Donc les élections sont plus meurtrières en Côte d'Ivoire que tout autre phénomène naturel. Il peut y avoir des avions du World Trade Center qui tuent 2200 personnes. C'est un attentat terroriste. Il peut y avoir des guerres. Mais chez nous, ce sont les élections, ce sont les processus politiques. Donc, quand on est dans un pays pareil, on prend des dispositions, on regarde la vérité en face, et mes deux prédécesseurs l'ont dit, il y a des éléments. On a parlé des jeunes, et quand on parle des jeunes, c'est bien la question de l'éducation. Il faut insister sur les questions d'éducation aujourd'hui. Regardez notre jeunesse, regardez leur occupation. Est-ce qu'avec cette jeunesse-là, on peut garantir que demain, on peut avoir une situation de stabilité si on ne donne pas d'opportunités d'emploi, de formation avec cette jeunesse? Il y a également notre fonction de la démocratie. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est une démocratie jeune, nos partis politiques existent. On a la chance d'avoir trois grands blocs politiques, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, d'avoir trois grands blocs politiques qui se font et qui se refont. Et puis, quand vous regardez les modèles
de vie politique dans les pays, la Côte d'Ivoire a quand même une certaine stabilité dans les blocs politiques. Une alliance qui fut une alliance à l'époque, telle que le RHGP, vit depuis 2005. C'est assez rare. De 2005 à aujourd'hui, toi qui connais les chiffres, ça fait combien 2005 à ce jour 19 ans, c'est sûr, hein? D'accord. Tu doutes ou bien? Voilà, mais vous imaginez le RHGP à 19 ans d'alliance, ce fut une alliance, parce qu'une alliance, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est les regroupements politiques avant la gestion du pouvoir. Et une coalition, c'est les partis qui se mettent ensemble pour gérer le pouvoir. Donc alliance et coalition sont différentes. Donc le RHGP a été alliance depuis 2005. Il y a une coalition et existe aujourd'hui, même s'il y a eu des éclatements et des reconfigurations. Donc il y a une stabilité dans ce bloc-là. Avant ça, on a eu le Front républicain, et aux élections de 2020, on a eu des partis politiques de gauche, de droite qui se sont regroupés. Donc on a quand même une vie politique où des idéologies, des approches, des alliances, des coalitions se forment pour pouvoir avancer. Et c'est ça aussi l'avantage, ça peut faire la stabilité. Dans le RHGP actuellement, il y a l'UDPCI, je ne sais pas s'il y a une partie du FPI, ensuite il y a le PDCI, il y a le RDR, et donc c'est des ensembles de blocs qui se regroupent, qui sont également liés à des ensembles territoriaux et culturels. Et ça permet de gérer le pouvoir. Cependant, il nous faut encore remplir des conditions pour 2025. Les questions des libertés sont couramment soulevées. Et le rapport Bloomfield, en parlant de conditions sociopolitiques, le souligne clairement. Et Madame l'ambassadrice, en bonne diplomate, n'a pas voulu mettre de flèche sur notre démocratie, mais elle a dit, quand elle parle des questions de gouvernance, sur la question de liberté politique, liberté d'association, où il y a eu des améliorations, mais il faut les renforcer. Notre système électoral, la façon d'organiser les élections, l'équité des candidats, la conduite des campagnes, la confiance dans la commission électorale et toute l'architecture légale et constitutionnelle doivent être revues. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire ait fait une réforme électorale depuis plus de 20 ans. Il n'y a eu aucune réforme électorale. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays. Ouais, même le code électoral a été révisé plusieurs fois. Il faut arriver à avoir une sorte de consensus politique pour que le jeu ne soit pas sur les textes et sur les institutions, mais plutôt sur le travail de terrain et la capacité de conviction des masses par les partis politiques. Donc, si nous voulons avoir 2025 stable, une élection où tout le monde participe et qui ne débouche pas sur des conflits, il nous faut nécessairement nous asseoir un moment et puis poser des questions sur les dysfonctionnements des élections passées. Pourquoi tous les 10 ans la Côte d'Ivoire chute? Systématiquement, tous les 10 ans, la Côte d'Ivoire chute, vous le savez, et ça je le dis tout le temps. 60, on a chuté, il y a eu l'indépendance. 70, il y a eu l'affaire des guébiers ici et là, mort. 80, on a eu les premières élections locales en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. 90, ouverture multipartite, il y a eu beaucoup de morts. 2000, il y a eu assez de morts ici en Côte d'Ivoire avec le coup d'État. 2010, on parle de 3000 morts. 2020, 87 morts. Et je pose la question, est-ce que inéluctablement un pays peut aller comme ça tout le temps, connaître des morts et ne pas se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, questionnons notre démocratie. Et on continue comme ça encore en 2025-2030. Donc, pour répondre finalement à votre question, il nous faut revisiter des aspects de nos lois, de nos règlements, de nos institutions, pour nous assurer que 2025 permette le développement, comme Mme l'ambassadrice l'a souligné, et Stanislas dans le rapport, ce sont les piliers de gouvernance qui stabilisent l'économie. On peut avoir une économie florissante, tout le monde a du travail, 2%, 1% ou 0% de chômage. Mais si vous avez une démocratie faible, tout peut s'effacer en une seule journée. Tout peut être détruit. Des personnes non éduquées. Donc il faut renforcer la démocratie parallèlement au renforcement de notre économie. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, votre description est tellement limpide. Sa démonstration est tellement limpide que la conclusion, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, on est en droit de s'inquiéter en 2025, si je comprends bien. Félix Aménouvé. À 2030, on va s'inquiéter en 2030. Parce que c'est plié en 2025, c'est ce que vous disiez, c'est ça. Félix Aménouvé, justement, alors, dans un contexte de gouvernance aussi fragile, parce que Stan et Vincent ont mis un peu le pied dans le plat, Madame l'ambassadrice est restée dans son rôle, mais je reviendrai à vous tout à l'heure, il y a une sorte de logique qui voudrait qu'en fait, et je l'entends souvent, si tout le monde trouve à manger en Côte d'Ivoire, ils ne s'occuperont pas de politique. En gros, partageons la richesse,
Même s'il y a un peu de corruption, c'est pas grave. Laissez un peu aller. Si on détourne un peu, les gens ne sont pas en prison. C'est pas grave. Donc chacun trouve son compte, ça stabilise le pays. Alors, l'exercice a ses limites. Et vous, Félix, en tant qu'acteur du développement économique, aujourd'hui, est-ce que cette logique de laissons aller, construisons l'économie et on aura la stabilité, cette logique est-elle encore valable? Et compte tenu des besoins colossaux dont des pays ont besoin au niveau financier, et un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un gage de stabilité, cette logique économique, qui voudrait qu'on pense que si l'économie va bien, tout le monde détourne, tout le monde mange un peu, la stabilité est assurée? Félix, allez, je sais que c'était institutionnel, mais il va mettre le pied dans le plat aussi. Bon, merci Didier pour cette question. C'est une logique, c'est vrai, mais elle n'est respectée à long terme qu'à condition que la croissance qui est créée soit durable et partagée. Si les Américains sont heureux dans l'ensemble, tout va aller bien dans la durée. Et ça, c'est le point le plus important. Je crois que le rapport que nous venons d'examiner avec Bloomfield, moi, me réjouit à plusieurs égards. D'abord, féliciter Bloomfield pour le travail qui a été fait pendant toutes ces années. Et surtout voir que les notes de Bloomfield ont permis d'asseoir sa crédibilité, puisque j'ai regardé rapidement la matrice de concordance des notations entre Bloomfield et les agences internationales. Je me rends compte qu'il y a une forte corrélation. Et d'ailleurs, peut-être, Bloomfield est même en avance sur les perspectives de développement économique et de renforcement de la croissance dans les pays de l'Union. Vous avez vu les dernières révisions de la note du Bénin et de la Côte d'Ivoire sont bien en lien avec ce que nous venons de voir aujourd'hui. Et nous, les financiers, c'est vrai que nous regardons les chiffres de façon très attentive, hein, taux de croissance, taux d'inflation, politique budgétaire, taux de pression fiscale. On a vu tout ça. Mais il y a des facteurs importants qui ressortent de ce rapport, ce sont les facteurs qualitatifs. On a bien parlé de la question de l'indice de sécurité et de l'indice de développement humain. Je pense qu'on doit faire de plus en plus attention à cela. Si on veut une stabilité, je dirais, économique, politique, sociale dans la durée, on doit développer des stratégies qui tiennent en compte, je dirais, ces éléments qualitatifs. Et le premier élément pour moi qui est extrêmement important, c'est les alliances géopolitiques et la diplomatie active. On ne choisit pas ses voisins, malheureusement. On n'est pas comptable forcément de ce qui se passe chez les voisins, mais on doit vivre avec eux. Donc on est obligé d'avoir des alliances géostratégiques fortes, durables, une diplomatie active pour gérer les conflits. On ne peut pas les éviter. On n'est pas les seuls acteurs de ces éventuels conflits ou des développements qui peuvent impacter la sécurité de notre pays. Et pour cela, je pense que, comme Madame l'ambassadrice l'a dit, le dialogue doit être privilégié en toutes circonstances. Sans le dialogue, sans la recherche de compréhension, on amplifie les conflits. Et c'est un point extrêmement important pour moi dans la stabilité sociopolitique. Le deuxième point, c'est toute la question de la prise en compte effective de l'évolution sociale et sociologique des populations. Et si on ne tient pas compte de cela, toute politique, tout système politique risque d'être balayé par ces mouvements forts qu'impose l'évolution sociale et sociologique. On a parlé des jeunes.
Aujourd'hui, la population africaine est à 60% jeune, 60% de moins de 30 ans. En Côte d'Ivoire, on est à 77% de la population de moins de 35 ans. Ces jeunes sont différents. Ces jeunes ont des aspirations différentes. Ils ont une compréhension différente du monde. Ils sont les yeux ouverts sur le monde plus que leurs aînés ou leurs parents à leur époque. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte d'eux. On ne peut pas ne pas factoriser dans les politiques de développement leurs aspirations pour pouvoir anticiper les évolutions négatives qui peuvent les toucher. Mais le troisième point qui me paraît important, puisque bon, c'est le point auquel nous sommes attachés en tant que bourse, c'est vraiment la création de richesses. La création de richesses par le financement à long terme des économies, la création de richesses de façon durable, une richesse inclusive qui part des fondements même de la mobilisation de l'épargne, je dirais, locale. Le président Labeoua l'a dit, Stan l'a répété. C'est important que l'on s'appuie sur le financement local. Pas parce que ce financement local est juste un acte national, mais c'est un acte d'implication des locaux dans la gestion de la chose économique. Mais au-delà de, je dirais, ce financement local, il faut avoir les yeux rivés aussi sur la croissance et comment elle est répartie. J'avoue que il faut qu'on soit objectif. Quand la croissance est impulsée par les États, par l'État, par des financements publics, on ne peut pas s'attendre à une répartition de court terme équitable. Parce que forcément, l'État investit dans des infrastructures et on n'a pas encore le relais, le ruissellement suffisant au niveau du secteur privé pour que l'on le ressente comme on l'aurait souhaité au sein des populations. Ça prend du temps dans tous les pays. Donc il faut qu'on arrive à la phase de la croissance impulsée plus fortement par le secteur privé pour vivre de façon plus objective ce ruissellement de la croissance. Mais il faut y travailler. Il faut mettre en place, je dirais, tous les ingrédients nécessaires à cela, à ce que cela arrive. Quand vous regardez l'évolution de la BRVM, je terminerai là-dessus, notre évolution est totalement arrimée à l'évolution de l'économie ivoirienne, enfin, à plus de 90%. 2012, 2023, l'économie ivoirienne a doublé de taille, passant de 32 milliards de dollars à plus de 80 milliards de dollars. La BRVM a doublé de taille, passant de 4 000 milliards de capitalisation à 8 000 milliards de capitalisation. Quand on regarde le taux de croissance, on le retrouve un peu dans la progression de nos indices boursiers. Donc cet arrimage est inévitable. Il est clair. Maintenant, il faut que dans la durée, cela puisse se traduire dans les attentes, je dirais, des jeunes, des populations en matière de richesse. Et pour conclure, Didier, c'est vrai que quand on est rassasié, quand on a de l'emploi, on est moins préoccupé par... on a moins tendance à s'aventurer dans des actions, je dirais, voilà, qui éventuellement impactent la sécurité de la nation. Merci beaucoup Félix pour cette brillante analyse. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la bourse depuis que tu es à la tête de la direction générale, c'est quand même impressionnant, mais il y a quand même une décorrélation entre les performances de la bourse et puis la situation de la classe moyenne quand même dans la région, dans le pays. Et vous disiez si bien, on ne choisit pas ses voisins. Madame l'ambassadrice, justement, on ne choisit pas ses voisins. Et il y a des sujets d'inquiétude dans la région.
Alors, récemment, au Niger, il y a eu une invitation du gouvernement à ce que les militaires américains quittent le territoire. La situation au Burkina est encore assez instable. Le Mali n'est pas tout à fait stable. Est-ce qu'il n'y a pas les ferments d'une instabilité régionale dont la Côte d'Ivoire pourrait également faire l'objet? En d'autres termes, votre analyse de la région, de la situation régionale, vous rassure-t-elle beaucoup pour la Côte d'Ivoire dans sa stabilité politique ou vous inquiète plutôt? Merci. Je crois que ce que je voudrais souligner, c'est ce que mon co-panéliste a dit, que la fragilité n'est pas quelque chose qui est unique dans cette région. Les États-Unis aussi, nous avons nos propres moments de fragilité. Même actuellement, si on ouvre la télévision, vous pouvez voir, il y a des protestations énormes sur les campus aux États-Unis. Il y a un fort débat. Donc, il y a quelquefois, ça peut être un dynamisme quand il y a un débat qui est pacifique, mais quelquefois, ce débat devient violent et ça peut poser des grands problèmes. Donc, c'est ça la fragilité. La fragilité, c'est un moment, c'est pas nécessairement qu'on est toujours dans la fragilité. Mais comme nous sommes en train de vivre dans un monde depuis le début de l'histoire qui est interdépendant, la fragilité des États-Unis a des recours sur la Côte d'Ivoire. Et quand il y a des fragilités dans la Côte d'Ivoire, ça a un impact sur les États-Unis, sur la région. Donc, nous ne pouvons pas avoir, nous ne sommes pas dans un îlot en train d'être fragile seul. Il y a une relation dans ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire et ce qui se passe dans la région. J'ai décrit un peu la stratégie des États-Unis pour la prévention de conflits, la promotion de stabilité et la paix. Ça, c'est important, c'est parce que c'est un investissement à long terme. C'est important qu'on est en train de travailler avec le gouvernement, avec le peuple. C'est la création des institutions qui sont fortes, la création des communautés qui sont résilientes. C'est ça le but de cette stratégie. Les États-Unis sont fiers du travail que nous sommes en train de faire avec la Côte d'Ivoire et les investissements que la Côte d'Ivoire a fait dans les communautés les plus fragiles, y compris au nord du pays, qui sont en train vraiment d'avoir une difficulté avec les communautés sur les autres, le Mali, le Burkina Faso. C'est des moments difficiles et fragiles pour nous tous. Les États-Unis continuent d'investir dans le pays, dans la région, malgré les informations qu'on peut voir dans les médias. Nos ambassades sont ouvertes. Nous sommes en train de donner l'assistance quand on peut. Nous avons des réglementations légales où nous ne pouvons pas réagir dans quelques secteurs quand il y a un coup d'État, par exemple, mais nous sommes là toujours pour continuer à investir quand nous pouvons, d'investir dans le peuple, dans la région. Mais les États-Unis ne font rien en Côte d'Ivoire ni dans les autres pays si ce n'est pas en partenariat avec les autorités et avec le peuple dans ce pays. Nous sommes là en Côte d'Ivoire pour accompagner le gouvernement, le peuple, les institutions, les organisations, la société civile et le secteur privé avec leurs objectifs. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes en train d'essayer de travailler ensemble pour résoudre les problèmes à la base qui donnent à la fragilité. La fragilité, c'est comme les risques.
il y a quelque chose qui existe. Or, il faut avoir des yeux ouverts pour comprendre où il y a la fragilité. Même quand il n'y a aucun pays partout au monde où il n'y a pas des moments de fragilité, où il n'y a pas des communautés qui sont plus fragiles peut-être que les autres. Mais notre travail ensemble, ce que nous devons faire, c'est de voir comment on peut réagir. Nous avons parlé un peu de la sécurité. J'ai mentionné ce que nous sommes en train de faire avec le militaire, avec les polices, mais je voudrais aussi souligner ce qui est important de plus en plus, c'est de réagir aussi dans le secteur digital. Il y a des questions de cybersécurité et il y a aussi des risques dans le secteur digital, dans le... Nous sommes en train de faire un peu de... C'est la cybersécurité. C'est le cyber qui est en train de réagir. C'est une cyberattaque peut-être. Et en fait, nous devons aussi voir qu'il y a des risques, il y a des risques traditionnels, mais aussi il y a quelques-uns qui sont en train d'être émergents. Et nous devons aussi réagir avec les yeux ouverts. Finalement, je voudrais tirer l'importance du secteur privé. Les entreprises américaines suivent les opportunités. Même dans les pays, dans la région, il y a des entreprises américaines qui investissent. En Côte d'Ivoire, de plus en plus, il y a un investissement extraordinaire des entreprises américaines. Mais ils regardent aussi les données et ils voient aussi. Et je voudrais dire qu'il y a beaucoup qui sont en train de venir et ils disent « Mais qu'est-ce que vous pensez ce qui va se passer en 2025 ? Est-ce que notre investissement, c'est garanti si on fait ça en 2024 pour l'année prochaine ?» Et c'est clair qu'on réagit dans plusieurs façons. Mais nous devons tous poser cette question. Comment est-ce qu'on peut rendre les institutions ivoiriennes de plus résilientes pour que le 2025 ne donne pas un choc, parce que ce choc ne va pas aller seulement à la Côte d'Ivoire, ça va aller dans la région, ça va toucher aussi les États-Unis et tous vos partenaires. Et en même temps, vous n'êtes pas là seul non plus. Il faut aussi appeler vos partenaires, les partenaires divers que vous avez pour voir comment on peut réagir ensemble pour vraiment renforcer les institutions, parce que c'est ça qui donne la résilience quand il y a des chocs et quand il y a des grands moments de fragilité. Merci, Madame l'ambassadrice. Tanzézé, justement, l'ambassadrice parle de choc. Il faut qu'on évite le choc. Et vous parliez, vous, d'équilibre des pouvoirs. Et c'est vrai, l'équilibre des pouvoirs, théoriquement, peut être un gage de stabilité. Dans le contexte ivoirien, tel qu'on le vit, et l'approche des échéances électorales. Il y a un grand parti de Côte d'Ivoire qui a élu un nouveau président, en l'occurrence Tidiane Thiam, qui devrait aussi contester, en anglais on dit se présenter. Quand vous parlez d'équilibre du pouvoir, est-ce que vous pensez simplement à une transition politique, donc on passe du parti au pouvoir à un autre parti, ou vous parlez à une répartition différente du pouvoir entre les différents acteurs ? Alors, exactement. Quand je parle d'équilibre de pouvoir, parce que je disais dans mon propos que la concentration de pouvoir en Côte d'Ivoire est un système, est un modèle politique choisi par tous les acteurs politiques. Ce n'est pas un parti politique qui l'a choisi. Donc, avant ce parti, il y avait un autre parti qui était aussi dans cette logique, avant celui-là, ainsi de suite, depuis le début. Donc, c'est la culture politique qui a été mise en place, la gouvernance politique qui a été mise en place, qui ne permet pas d'avoir cet équilibre de pouvoir. Cet équilibre de pouvoir, ce n'est même pas entre les partis, c'est sur l'ensemble même de l'environnement politique ivoirien et administratif également. Quand je parle de séparation de pouvoir, je parle aussi de séparation de pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais dans un système de concentration de pouvoir, on a l'impression que le pouvoir exécutif étouffe tout le monde. Et donc, si on estime que le pouvoir législatif doit contrôler le pouvoir législatif va contrôler le pouvoir exécutif, et que le pouvoir judiciaire doit être le garant
de cet équilibre-là. Si on a l'impression qu'il y a une concentration de pouvoir, ça déséquilibre. Et c'est de cet équilibre-là que je parle. Je crois que c'est plus profond qu'une relation entre partis ou une relation entre individus. C'est tout un système. Comme l'ambassadrice disait tout à l'heure, il faut plutôt qu'on soit dans une logique d'institutions fortes que de personnes fortes. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de se poser la question dans un pays qui a un système démocratique en place, qui va être le successeur ou qui va contrôler l'exécutif. J'ai parlé tantôt de la cellule de haute gouvernance, enfin la haute autorité de la bonne gouvernance, qui est supposée, en réalité, combattre la corruption dans l'administration. Mais quand vous avez cette haute autorité qui rapporte à un assujetti, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reporter à celui que vous contrôlez. Donc, c'est de cette séparation de pouvoir que je parle qui est extrêmement importante pour créer un système de contre-pouvoir et d'équilibre qui assure une stabilité à long terme. Si vous avez un système législatif qui a la possibilité d'effectivement contrôler le pouvoir exécutif, vous créez un équilibre entre les deux. Ça veut dire que ça permet de mettre un vrai système de contrôle et ça permet d'éviter justement cette concentration de pouvoir et cette tendance à abuser de pouvoir, parce que il est extrêmement humain, il est tout à fait humain que quand on n'a pas de limite, on a tendance à abuser parce qu'on n'a pas de limite. Donc, si les pays qui sont plus avancés ont des systèmes, ont des stabilités beaucoup plus importantes ou avec une visibilité beaucoup plus longue, c'est parce qu'ils ont des systèmes d'équilibre de pouvoir. C'est un processus, comme on a tous dit, qui se construit. Mais évidemment, dans cette logique de construction, il y a une vraie volonté politique derrière qui devrait se mettre en place. Et cette volonté politique qui se met en place passe par une sorte de débat ouvert entre tous les acteurs politiques, de façon contradictoire et de façon constructive. Et c'est comme un contrat social. Le modèle politique d'un pays, c'est un contrat social entre les acteurs et les citoyens. Et pour arriver à un consensus comme celui-là, il est extrêmement important que le débat soit ouvert et libéré. Merci beaucoup, Stan Zézé. Vincent Taubiri, justement, Stan élabore un petit peu plus, justement, sur ce qu'il appelle l'équilibre du pouvoir et cette atrophie, en fait, qu'on constate. C'est-à-dire le parti majoritaire contrôle tout, en fait, et on finit par ne pas respecter finalement le fonctionnement démocratique et institutionnel. Vous qui avez été au cœur du pouvoir et après avoir entendu toutes vos propositions, s'il y a 3 propositions concrètes qui pourraient être faites pour s'assurer qu'on renforce l'équilibre démocratique du pays qui permet d'assurer en 2025 des élections apaisées, ça serait quoi? Il y a 2-3 idées simples parce que vous connaissez tellement bien l'appareil. Ceux qui sont au cœur du pouvoir étaient sur ce plateau ce matin, il fallait leur poser la question. J'étais pas sur le plateau. Et ils ont leur délégué dans la salle également, n'est-ce pas, Yéo? Ouais. Avant d'y répondre, je dois venir sur 2 éléments que Madame l'ambassadrice a soulevés. La question de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous avez parlé de la fragilité de la région. Et ça, c'est vrai, nous vivons dans un ensemble intégré. On ne s'en rend pas compte. Mais en tant qu'Ivoiriens, Togolais, Béninois, Burkinabés, avant Mauritaniens et Cap-Verdiens, nous avons constitué de façon culturelle un ensemble très solide. Les 15 États de la CEDEAO sont très solides. La preuve, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, nous, on nous appelle les Westaf. Westaf, ça veut dire Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, voilà, tout l'ensemble. Parce qu'on a quand même une relative homogénéité culturelle dans nos différences. Donc on a fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, je peux me lever ce soir, si j'ai un peu d'argent, prendre l'avion, aller à Praia sans visa. Je peux aller au Sénégal comme je veux, dans 15 pays. Ben, vous savez qu'il y a des ensembles régionaux au sein de la CEAC, par exemple, il y a des visas.
Le Camerounais qui vient au Congo, il a besoin d'un visa. Le Congolais qui va au Tchad a besoin d'un visa. Et dans la SADC également, l'Angolais qui est juste à côté, qui veut partir en Afrique du Sud, il a besoin d'un visa. Or, chez nous, on a avancé quand même sur la question des monnaies, sur la question des volumes d'échanges commerciaux, sur la question culturelle. On a créé un ensemble solide ici en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la CEDEAO, qui est un instrument important de développement. Et nous devons tous valoriser cet ensemble. Je ne vois pas d'avenir dans les micro-États et dans les petits ensembles. Il n'y a pas d'avenir. Même les États-Unis, qui sont tout un continent aujourd'hui, élargissent leur sphère d'influence, sont dans de grands blocs. Donc on ne peut pas revenir et rapiécer, découper un ensemble qui nous fait gagner. Et c'est vraiment dommage. Et nous espérons que les choses vont évoluer. Moi, je vois l'émergence de l'AES comme une crise de croissance de la CEDEAO. Et ça arrive partout. Il y a eu le Brexit. Les Britanniques sont partis. Il y a eu également en France des velléités ailleurs, en Autriche. Certains pays qui se sont dit on se retire également de l'Union européenne. Mais avant l'Union européenne, il y avait le Benelux, la matrice originaire de l'Union européenne. Donc il y a des petits ensembles. Même nous ici, on a la CEDEAO, mais on a l'Union du fleuve Mano, on a le Conseil de l'Entente, qui concerne seulement quelques pays et pas toute la région. Donc l'AES a une spécificité parce qu'ils partagent ensemble un certain nombre d'éléments. Et donc pour moi, ce n'est pas chaotique, ce n'est pas catastrophique. Et puis ce n'est pas fini. Il y a eu des dysfonctionnements avec, comment on dit, des arrêts du processus démocratique. Mais chacun des pays dans la CEDEAO est conscient que sa force vient de notre grand ensemble. Et donc, avec l'évolution, on va peut-être questionner nos processus. Dans la formation, dans la naissance de la CEDEAO, je ne crois pas qu'un seul État ait décidé d'adhérer à la CEDEAO par référendum. Peut-être qu'on va y penser aujourd'hui. Pour que ça lie tous ceux qui viennent d'eux-mêmes, qui font des processus non démocratiques. Pour que l'entrée dans notre organisation régionale ne soit pas la décision d'un individu, d'un président, d'une junte ou bien d'un pouvoir, mais que ce soit le peuple. Et que par parallélisme de forme, le peuple soit requis pour, si éventuellement on doit quitter l'ensemble. Donc je pense qu'on va revenir, on n'a pas le choix. Les micro-États, ça ne fonctionne pas. L'organisation des États américains a connu le même problème. Aujourd'hui, vous avez l'OTAN, qui est une alliance stratégique avec des dizaines de pays, qui également connaît des problèmes. L'ancien président Donald Trump promet, même s'il arrive, de réformer l'OTAN, de voir certains fonctionnements. Donc, dans tout, il y a crise de croissance, mais il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. La naissance de l'AES est peut-être quelque chose qui est arrivé à un moment où on a peur de la fragilité, mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinabés. Nous sommes tous frères, on le sait, et on va évoluer ensemble, au-delà de nos crises, au-delà des individus. Donc, voilà pourquoi nous sommes inquiets. Hier, c'était le Libéria à côté de nous, c'était la Sierra Leone qui nous a inquiétés. Avant ça, c'était la Côte d'Ivoire qui était à 3,2 sur l'indice de sécurité, pire que la Somalie. Je ne sais pas si vous êtes déjà en Somalie, mais quand on dit que la Côte d'Ivoire était pire que la Somalie, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est meilleure que certains pays, même dans les zones. Donc, c'est comme on a dit tantôt, ça évolue. Et l'AES va évoluer. Si elle reste un ensemble, si l'AES reste telle qu'elle, elle va valoriser des éléments tels que dans l'Union du fleuve Mano, ou alors le Conseil de l'Entente. Mais on va évoluer, on est condamnés à vivre ensemble parce que Dieu nous a mis les uns à côté des autres pour que nous vivions ensemble. On n'a pas le choix que de continuer. Maintenant, pour revenir les 2-3 mesures, très rapidement. D'accord, je sais. Maintenant, à peine 10 minutes. Avant, les 2-3 mesures. Mais il y a un élément quand même qui revient. Stanislas Zeya a parlé de. On veut des institutions fortes par des hommes forts. Je voudrais quand même qu'on soit un peu réaliste. Obama l'a dit, tout le monde le répète. Les institutions ne sont fortes que par les hommes. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Moi, là, il y a 2 jours, j'étais à Benghazi et à Tripoli en Libye. Il y a 2 jours, je suis arrivé hier seulement. Un pays, 2 parlements, l'Assemblée du peuple à Benghazi, le Conseil d'État à Tripoli, 2 gouvernements à Tripoli et à Benghazi. Tripoli donne un peu d'argent à Benghazi, malgré soit 2 États. Tout est effondré. J'ai fait également ces 14 dernières années avec la République démocratique du Congo, qui a connu ses élections en décembre dernier. Et c'est un pays immensément riche, avec plein d'opportunités. Mais les crises continuent comme ça depuis près de 30 ans. On a le Tchad, où j'étais également il y a 2 semaines, avec les régimes militaires, avec les élections qui ont lieu le 6 mai. Tous les pays d'Afrique que je connais ont tous des systèmes de gouvernance écrits. Ils ont des lois solides et irréprochables. Donc ne pensez pas qu'on n'a pas de notre justice. Non, tous les textes sont là. Sûrement les textes sont plus développés même que certains pays occidentaux. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas les textes de fonctionnement de nos institutions. Le problème, c'est que les hommes censés animer des structures telles que des systèmes judiciaires, des administrations, des régies financières,
dysfonctionnent. C'est ça le problème. Donc il faut que des hommes donnent de la personnalité à des institutions pour qu'elles soient fortes. Une institution est forte parce que bon, quelqu'un a donné. Bloomfield, moi j'ai participé à la première conférence de Bloomfield. C'était en 2016, ma maman est bonne. Dans une petite salle, on n'était même pas 10 à chose. C'était au plateau, avec Ahmed Bakayoko, il y avait un petit groupe. Non, ça c'était... Oui, mais dans tous les cas, vous avez donné une carapace à l'organisation. Donc ce sont les hommes qui se sont mis ensemble, notamment le couple des pour dire on va en faire une fois. C'est la même chose pour la justice. Quand vous avez un magistrat dans un cour qui est vraiment très autoritaire, qui fait son travail, tout le monde sait que là, c'est celui qui vient après se dit ah, il faut que je fasse la même chose. Donc ce sont les hommes qui bâtissent la tradition de force d'une institution. Mais arrêtons cette histoire de oh, il faut les institutions fortes. Une institution est forte, on a tous les textes. Donnez-moi n'importe quelle institution en Côte d'Ivoire, les textes fonctionnent. Ils sont là, ils rivalisent même avec d'autres textes. Il y a même des pays occidentaux qui n'ont pas nos structures de gouvernance et qui fonctionnent normalement. Donc, c'est encore une fois la question de l'éducation, de la capacité des hommes à assumer leurs fonctions sans trop tomber dans la tentation de tout posséder, de tout contrôler, de tout diriger et de piétiner les textes sans aucune mesure de pression dessus. Donc allons maintenant vers ça, que les hommes, chacun de nous, aux responsabilités que nous avons, que nous soyons capables de donner de la personnalité à nos institutions. Tous ceux qui viendront après seront obligés de suivre. Pourquoi on rentrait à l'ENA? Parce que c'était une école d'élite. Ceux qui en sortaient ont montré une bonne carrière. Donc tout le monde à l'ENA. Ceux qui rentrent à Point-et-Chaussée, parce qu'il y a des gens qui sont sortis à Point-et-Chaussée. Donc tout le monde rentre là-bas. Ceux qui sont à la Polytechnique, ils ont fait telle chose. C'est à cause d'eux qu'on fait. Ceux qui viennent de Harvard ont une bonne réputation parce qu'ils ont fait des choses. Donc Harvard, ce n'est pas Harvard en tant qu'université qui est forte. C'est le fait qu'elle ait produit des gens qui ont fait leur preuve dans le monde. Donc Harvard devient fort. C'est la même chose pour les institutions d'État. On a tous les textes. Il n'y a rien à écrire sur nos textes. Il faut juste que ces textes-là, que ces institutions puissent fonctionner avec des hommes qui soient conscients. C'est une question d'hommes. Merci maintenant, beaucoup. pour la proposition sur 2025, En 30 secondes, maintenant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On nous a déjà amputé de 15 minutes. En fait, c'est extrêmement intéressant hein, et on pourrait l'écouter. Il y a 3 éléments. Premier élément, les 3 propositions. Premier élément. Rapidement, oui. Et Madame l'ambassadrice l'a noté. La fragilité sociale est encore là. Avec mon organisation Homme Nouvelle, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des villages où il n'y a pas de musulmans, parce qu'on a chassé les musulmans. Il y a des villages où il n'y a pas de chrétiens, on a chassé les chrétiens. Il y a des villages où les communautés vivent séparées. Donc, c'est vrai en cause. C'est vrai, la CAN a donné une très belle image d'un pays uni. Mais il faut renforcer. Il y a encore cette fragilité qui est là. Et vous l'avez constaté en 2020. Donc, on n'a pas fini le chapitre de la réconciliation et de l'unité nationale. Il faut bâtir ces éléments. Et ça, c'est le premier élément très important. Si on continue d'ignorer que le village, je ne vais pas citer le nom pour que les gens ne se sentent pas visés, ni attaqués, mais il y a des villages du nord au sud qui ont des problèmes. Aujourd'hui, j'étais moi dans un village du nord où le plus grand planteur non national, il a 200 hectares de riz, de noix de cajou. Le plus grand planteur local là, d'Odiéné, il a 4 hectares. Donc vous avez déjà une fragilité. Donc il y a déjà des divisions, il y a des haines qui viennent parce que le pouvoir économique là est déséquilibré au niveau local. Donc c'est non seulement économique, c'est culturel, c'est politique, il y a des divisions locales. Donc la réconciliation me paraît un élément important qu'il faut poursuivre. Et je le répète, la réconciliation en Côte d'Ivoire est trop perçue par un schéma au sommet. Gbagbo rencontre le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, le président Mabri, le président, ils se rencontrent et puis on est content, de grands. Mais pourtant à la base, là, les gens continuent de ne pas vivre ensemble. Donc il faut, comme les Américains disent, top to bottom. Merci beaucoup, Vincent. Bottom to top. Mais le contraire est un peu compliqué. Très, très bien. Deuxième élément. Non, c'est Vincent, dernier élément, parce que là, vous allez m'empêcher de prendre des questions. Je résume le deuxième élément, c'est la pratique de la démocratie et nos élections. Je dis les élections sont les circonstances les plus meurtrières en Côte d'Ivoire. Mettons fin à ça. Asseyons-nous et voyons nos textes. Qu'est-ce que chaque parti reproche aux élections? Ayons des structures consensuelles et on va de l'avant. Beaucoup de dialogue et les hommes. Alors, juste avant de poser la dernière question à Félix. Madame la modératrice, vous nous aviez donné 1h15. Et à ma montre, il me reste encore 10 minutes. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que je voulais prendre quand même 2 questions. Où est-ce qu'on nous ampute encore de notre temps de... On nous avait déjà volé 15 minutes. Hein. Vous nous revolez encore un peu de temps ou Madame Zézé, c'est comment? Très bien. Donc, Félix, avant de prendre les 2 questions. Félix Aménouvé, on est en train de parler de la dynamique régionale, de l'AES, des déséquilibres possibles, la fragilité. Et vous avez insisté justement sur des éléments essentiels, les éléments qualitatifs. Vous avez parlé d'indice développement humain, d'indice sécurité. Aujourd'hui, si
les pays de l'AES décidaient donc de faire sécession, donc de se retirer de l'ensemble régional. Est-ce que, en termes de stabilité économique pour la Côte d'Ivoire, il y a des risques majeurs et qui peuvent donc se transcrire en instabilité sociale? Alors, je pense que sur cette question, on ne peut pas ignorer la communauté de destin. La communauté de destin, on ne l'a pas choisie. Et il est fondamental de toujours garder ça à l'esprit. Il faut aussi garder à l'esprit que l'intégration a pour fondement la solidarité. Que les gens s'épaulent pour se développer ensemble. Je crois que quand on garde à l'esprit cette communauté destin et le besoin de solidarité qui est indispensable pour le développement de notre sous-région, les crises, les fragilités peuvent être surmontées. Ça, c'est ma conviction. Et aujourd'hui, nous, on constate que le marché financier régional continue de fonctionner avec l'intervention des pays de l'AES. Ça ne pose pas de problème particulier. Donc je crois fondamentalement que, comme le préfet l'a dit, il y a des crises, il y a des difficultés liées, je dirais, à la communauté, parce que c'est une communauté quand même qui a été bâtie depuis 50 ans. Hein. La CEDEAO, ne l'oublions pas, peut y avoir des crises. Mais on doit garder à l'esprit l'essentiel. L'essentiel, c'est la communauté destin, c'est l'intégration et le besoin de solidarité, pas seulement entre les États, mais entre les peuples que nous sommes dans ces différents pays. Didier, juste une clarification. Oui. Je voulais juste, avant que tu poses des questions, Vincent, quand on parle d'institutions fortes, en réalité, ces institutions fortes ne vont pas se consolider d'elles-mêmes, naturellement. Nous parlons, et je l'ai précisé d'ailleurs, de la volonté politique des hommes et des femmes de faire de la priorité des institutions qui soient fortes plutôt que d'être dans une logique de culte de personnalité et de mettre en relief plutôt des personnes fortes. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire qu'il faut un contrat social de changement d'état d'esprit dans une logique de renforcer les institutions, mais ce sont les hommes et les femmes qui vont renforcer justement ces institutions-là. Merci Stan Zézé. Deux questions, une à droite, une à gauche, de préférence un homme et une femme. Il y a plein de mecs qui se lèvent. Alors, non, Carus, toi tu es officier pendant 1h30 tout à l'heure. Non, 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 pas toi, après. Sinon, ça serait injuste. Non, toi aussi tu as posé une question, monsieur, notre ami député. Monsieur, peut-être ici, voilà, devant. Et puis s'il y a une femme à gauche. Et puis Carus, on verra après. Et une question courte de préférence, s'il vous plaît, comme on n'a plus beaucoup de temps. Moi, ça. Oui, c'est bon, allez-y. Oui, c'est bon. Ok. Je suis M. Koné Lamine, responsable d'une petite structure. J'ai une petite expérience dans la gestion. Alors, tout à l'heure, lors du premier panel, j'avais voulu poser une question, mais malheureusement, ça a été arrêté. Je voulais juste savoir s'il est opportun, pendant ce panel, et en faisant référence au premier panel, d'évoquer la question de la monnaie. Quand vous parlez de l'AES, il y a une menace au niveau de la monnaie. Bon, peut-être pas une menace, mais il y a une volonté de réforme. Il y a des projets de réforme qui sont évoqués. Est-ce que, si ces projets se concrétisent, est-ce que ça ne peut pas impacter la croissance, sinon les équilibres d'un pays comme la Côte d'Ivoire? La question de la monnaie, est-ce qu'on peut l'évoquer un peu, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Je demanderai à Félix Amenouvé d'y répondre. Une dame à gauche. Il n'y a pas de dame. Non. Il y a encore un monsieur. Monsieur, allez-y. Comme ça, on équilibre les deux côtés. Merci à vous, messieurs. Je suis Franck Assassi Kouadio, je suis économiste junior. Je voudrais rebondir sur les propos de monsieur le DG de la BFM et notamment de monsieur Vincent Aubiré lorsqu'il parlait de la place de la jeunesse dans
le nombre de personnes qui pourraient aller au vote. On se rend compte que bientôt en 2025, il y aura une très grande partie de la population jeune qui auront leur première expérience de vote. Pourquoi est-ce qu'on n'insérerait pas dans le cursus éducatif ici en Côte d'Ivoire la culture de la politique? Parce qu'on a tendance à croire que la politique s'adresse seulement aux personnes adultes, alors qu'il faut éduquer l'Ivoirien nouveau déjà au primaire, même dans le vote des chefs de classe et des délégués, apprendre la culture du vote et de savoir que ce n'est pas la personne qu'on vote, ni le parti politique, ni même l'ethnie, mais c'est plutôt le programme qui est voté pour le bien-être des Ivoiriens et l'essor de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je crois que Vincent Taubiré avait insisté dessus justement dans son introduction, parlant d'éducation et de formation. Félix, la question de la monnaie, très rapidement, je sais qu'on peut passer 1 heure là-dessus, mais en gros, est-ce que les velléités de refondation de l'UEMOA et en tout cas de sortie de la zone CFA peut être une menace pour la Côte d'Ivoire? Bon, je pense pas qu'on puisse voir la question de la monnaie comme une question de menace. La monnaie fait partie des instruments de développement. Et en la matière, il n'y a pas de pensée unique. Je pense que ceux qui sont les pour, ceux qui sont les contre, tous ont des arguments. Mais je n'ai jamais vu dans le monde une pensée monétaire unique. Par conséquent, le débat, oui, les réformes sans doute, mais on ne doit pas être effrayé. Il faut que la monnaie soit au service du développement de nos économies. Il faut que les choix monétaires soient au service du développement. Et à partir du moment où on est convaincu que la monnaie est au service du développement et qu'au-delà de la monnaie, la problématique de l'investissement et du financement est au cœur aussi du développement, on trouvera des solutions. Merci beaucoup Félix, c'est un débat qu'on a régulièrement et tu connais bien le sujet. On arrive aux transitions, je vais laisser 1 minute, mais vraiment pas plus, à chaque intervenant pour son mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de cette discussion par rapport à la question de la stabilité socio-économique, politique, sécuritaire de la Côte d'Ivoire? Je vais commencer par Madame l'ambassadrice, 1 minute s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vraiment dire que la Côte d'Ivoire a une très bonne histoire à dire, surtout dans tous les secteurs, y compris la sécurité. Nous sommes en train de créer avec la Côte d'Ivoire un écosystème pour la sécurité qui est basé sur le peuple. Et ça, c'est un modèle qui est vraiment innovatif. Et c'est un modèle que les États-Unis n'ont pas créé, c'était le modèle de la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire qui a investi beaucoup plus dans les communautés fragiles, qui ont fait une focalisation sur les questions de jeunesse pour essayer de rendre plus résilients les communautés et les individus. Et je voudrais dire qu'il y a une forte relation avec les institutions, les communautés et les hommes et les femmes. Et que je voudrais dire que c'est vraiment les hommes et les femmes et les jeunes, tout le monde qui doivent avoir l'espace pour participer. La question de sécurité, ce n'est pas seulement une donnée qui dise que oui, il y a une sécurité, mais c'est comment chaque personne se sent. Est-ce qu'on sent qu'on est dans sécurité? C'est la perception de sécurité. C'est la perception qui compte. Donc, c'est ça ce que j'ai tiré. C'est l'importance de voir ensemble comment on peut travailler d'une manière avec des yeux ouverts pendant un moment difficile, pas seulement dans la région, mais aussi dans le monde, dans notre inflection point où nous sommes tous, pour voir comment on peut mieux être en solidarité, en unité, pour faire face aux menaces, pour faire face aux problèmes, mais aussi de travailler ensemble pour aussi voir les opportunités ensemble. Merci Madame l'ambassadrice. Tan Zézé.
Merci Didier. Alors je pense que ce que je tire de cette discussion, c'est qu'il est extrêmement important de comprendre que la stabilité à long terme est un gage d'attractivité et aussi un gage de développement. Et donc, fondamentalement, il est extrêmement important aujourd'hui que cette gouvernance et ce modèle politique soient repensés pour qu'ils soient adaptés à l'évolution justement de l'environnement. On a parlé de différentes mentalités des jeunes qui grandissent, ceux qui ne sont pas habitués à ces systèmes parce qu'ils ont vu autre chose. Avec l'avènement d'Internet, ils sont connectés avec le reste du monde, donc évidemment ils font des comparaisons. Et on sent une décorrélation entre justement cet environnement qui évolue et un système politique qui est stable, stable dans ce sens où il ne bouge pas depuis plusieurs décennies et qui semble ne pas être adapté à l'évolution de l'environnement. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment de mettre sur la table une sorte de débat ouvert et constructif dans une logique d'avoir un consensus sur cette gouvernance politique et sur ce modèle politique qui pourrait certainement être adapté et garantir une stabilité à long terme. Merci beaucoup Stan Zézé. Vincent Taubiré. Deux petits points en une minute. Le premier, c'est de dire merci à Bloomfield, parce que ça fait pratiquement 8 ans que cette plateforme est la seule, pratiquement en Côte d'Ivoire, qui amène ensemble tous les différents domaines pour discuter de Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment plaisir, ça donne espoir de voir un groupe ivoirien capable de faire un travail avec un certain niveau de rigueur, d'émettre des opinions impartiales, des opinions courageuses. Et ça fait vraiment, on a espoir dans ce pays, on a espoir dans le secteur privé, on a espoir dans le génie créateur ivoirien. J'ai eu la chance l'année passée de me retrouver à Kinshasa avec le couple Zézé à l'occasion du Bloomfield, mais ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire en RDC. En RDC, les journées, les Bloomfield Days, c'est toute la République en RDC. Du président de la République à tout le monde, tous les grands comités d'État, tous les grands ministres, tous les procureurs, tous les hauts magistrats, tous les ambassadeurs sont présents. C'est quelque chose à un niveau. Je ne sais pas pourquoi Bloomfield en Côte d'Ivoire a fait un format restreint, mais du côté de la RDC, c'est toute la République qui s'empare de ce projet. Et ça fait plaisir de voir, et ça donne espoir dans ce pays et dans ce continent, dans cette capacité des gens à innover et à porter haut le pays. Deuxième élément, c'est notre pays, ça fait espoir aujourd'hui. Le deuxième espoir, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. On a eu tout le monde ici, on a été le point de mire. On a espoir que notre pays va se consolider, mais acceptons nos différences. Rejetons certaines idées politiques d'exclusion, de possession extrême du pouvoir. Ça mène nulle part, on l'a vu partout, on a vu comment les choses finissent par se dénouer. Et donc, on a besoin de renforcer notre démocratie pour que toutes ces opportunités économiques que nous voyons, ces opportunités sociales et culturelles, puissent continuer à se consolider et qu'on ait une Côte d'Ivoire toujours plus forte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Félix Abénouvé. Alors, moi, je retiens que nous sommes dans un environnement qui vit des fragilités, c'est vrai. Il y a des menaces, c'est vrai aussi. Mais il y a des opportunités. Il y a de bonnes nouvelles en matière de progression, de croissance, de politique de développement qu'il ne faut pas qu'on occulte. Maintenant, ce qui est important, c'est comment surveiller l'ensemble du système. C'est comme en physique, nous avons un système en équilibre, mais avec un particule qui essaye de le désintégrer totalement. Comment nous allons unir nos forces pour surveiller cela, pour que la désintégration ne vienne pas forcément remettre en cause toute la dynamique que nous observons. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir des alliances internes, externes. Nous avons besoin d'impliquer toutes les couches sociales, avoir un dialogue politique constructif et faire en sorte qu'on ne perde pas de vue l'essentiel, qui est le bien-être au final des populations que nous sommes. Merci beaucoup, Félix Abénouvé. Le bien-être des populations. Carus, vous voulez dire quelque chose, c'est ça, non? Stan, est-ce que Carus peut... Non, bon, Madame Zézé dit niette. Moi, je respecte les ordres qu'on me donne. Écoutez, en tout cas, merci, un grand merci, Madame l'ambassadrice, Vincent, Stan, Félix, pour cette riche discussion. Et je crois que ça ouvre encore des perspectives pour les débats de l'après-midi. En tout cas, merci de m'avoir associé à cette discussion. Merci.